Bonjour Francis, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Donc, je m'appelle Francis Martin, je suis directeur de recherche à l'INRAE. Bon, pendant longtemps, on a dit INRA, maintenant c'est INRAE, depuis quelques mois, depuis presque 2 ans Ouais, maintenant. Et je suis chercheur en microbiologie forestière au centre INRA, dédié à la forêt, qui est localisé à Nancy. d'accord. Alors, comment définir alors, je travaille sur des symbioses, c'est-à-dire des interactions entre les arbres et les champignons. Donc, en tant que symbiologiste, je suis intéressé à la fois par la plante, donc je suis un physiologiste des plantes, et en même temps, je suis mycologue, expert des champignons. Et en permanence, je fais la navette entre ces deux royaumes de la vie, que sont les champignons et les plantes. D'accord, oui. Et que dire d'autre? Je suis à l'INRA maintenant depuis 40 ans. D'accord. Une bonne quarantaine d'années dédiées justement à consacrer à la recherche forestière, à essayer de comprendre à la fois la biologie des arbres et de leur cortège de micro-organismes comme les champignons, et puis évidemment essayer d'intégrer ce corpus de connaissances dans une meilleure appréciation de l'écologie des forêts. D'accord. Donc biologie des arbres et écologie forestière. Et depuis le gène, depuis les génomes jusqu'au biome, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui pourrait me caractériser, c'est ce souci de coupler une vision réductionniste du monde végétal et du monde des champignons, comprendre leur fonctionnement intime, mais Mhm. je cherche à tout prix à intégrer cette connaissance dans une vision plus écologique et plus globale de la forêt. Donc je fais la navette entre l'infiniment petit, ou le Oui, génome et les gènes, et puis essayer d'intégrer cette connaissance pour mieux comprendre l'écologie. On définit cette science, qui est peut-être une nouvelle discipline, l'écogénomique, ou d'accord. génomique environnementale. Et justement, comme tu dis, tu travailles à la fois à des échelles très intégrées et des échelles très réductionnistes, mais tu es arrivé dans cette thématique par quelle partie? À l'origine, tu étais plutôt microbiologiste ou plutôt physiologiste des plantes? Plutôt physiologiste des plantes. Comment j'ai commencé à m'intéresser à ces interactions entre les plantes et les champignons? Ça remonte effectivement à une quarantaine d'années. Et on m'avait confié comme sujet de DEA, à l'époque avant les Master 2, on avait les diplômes d'études approfondies, et le sujet de mon DEA était l'assimilation de l'azote nitrique chez le pin noir d'Autriche. Donc D'accord. une plante, un arbre, qui pousse ici sur les plateaux calcaires autour de la région nancéenne et qui ne survit sur les plateaux calcaires que parce qu'il vit en association avec les champignons symbiotiques mycorhiziens qui l'aident en fait à tolérer ce substrat. D'accord. Et en particulier, je devais étudier les voies de l'assimilation de l'azote, c'est-à-dire quels sont les mécanismes biochimiques qui contrôlent l'incorporation de l'azote, azote nitrique, azote ammoniacal, dans les métabolites, dans les acides aminés des arbres. Donc à l'origine, je suis vraiment un biochimiste métabolicien, si on peut définir ça comme ça, Oui, un oui. spécialiste. Je tressais des cartes métaboliques pendant les premières années de ma recherche. J'ai étudié soit des enzymes, purification des enzymes, caractérisation de ces enzymes, impliquées dans l'assimilation de l'azote, et puis je faisais beaucoup de chimie, de biochimie métabolique, essayer de dresser les cartes Oui. de l'assimilation de l'azote, du métabolisme du carbone, à la fois chez le champignon, dans la racine, et je comparais les deux de manière à voir comprendre comment la symbiose Se mettait en place. nécessitait ou pas une coordination, une nouvelle coordination des deux métabolismes, celui de la plante et du champignon. Et alors, je connais pas justement, et alors, il y a une vraie communication, une vraie autorégulation des deux métabolismes, Alors ou oui, en pas? fait, voilà, ça fait 40 ans que j'essaie de comprendre comment les deux organismes coordonnent leur métabolisme, mais également leur développement et leurs différentes activités. D'accord. Et on s'est aperçu que c'était un système extrêmement bien intégré et que les deux partenaires, en ce qui concerne le métabolisme par exemple, le métabolisme de l'azote, du phosphate ou du carbone, se répartissaient les tâches. En fait, les voies métaboliques se répartissent entre les deux partenaires, entre D'accord. les deux compartiments que constituent l'arbre, la racine de l'arbre et le champignon.
il y a parfois redondance, mais le plus souvent, il y a coordination des activités métaboliques. C'est-à-dire qu'une partie de l'assimilation de l'azote, si on prend cet exemple-là, Oui. le nitrate est absorbé dans le sol par les cellules, par les filaments du champignon symbiotique, qu'on appelle mycorhiziens, les champignons mycorhiziens. Ces filaments explorent le sol, prospectent la moindre anfractuosité du sol à la recherche d'éléments minéraux, phosphate, nitrate. Alors, Ouais. par exemple, le nitrate est absorbé, il est transporté le long des filaments du champignon à travers son réseau jusqu'aux racines courtes qui sont le lieu de la symbiose, de Ouais. l'interaction intime entre les deux partenaires. Et là, soit le nitrate a été partiellement assimilé, transformé en acides aminés au cours du transport, D'accord. et ce sont des acides aminés qui sont exportés, transportés vers la plante, Oui. ou le nitrate, ça arrive quand il y en a vraiment beaucoup, le nitrate n'est pas assimilé, il va passer en tant que tel dans le compartiment végétal. Donc il y a toute une interaction complexe pour coordonner ces deux métabolismes. Et donc là, on va dire, dans le cas dont on parle, le champignon fournit les sources azotées, et en échange, il reçoit quoi de la plante? C'est plutôt des carbones, Alors c'est une des symbioses, c'est une symbiose qui existe probablement depuis 400 millions d'années. On pense que nous autres symbiologistes mycorhizologues, on pense que les plantes n'auraient pas pu vivre sur cette terre sans ces champignons, parce qu'effectivement, ils ne se contentent pas d'absorber, mais ils stimulent vraiment l'absorption. C'est-à-dire que pour 1 mètre de racines, on a à peu près 1 kilomètre de filaments fongiques, de filaments de champignons, qui sont associés à cette racine. Ah oui. Donc le volume de sol qui est absorbé est considérablement plus important. Donc il y a une stimulation de l'absorption du nitrate, de l'ammonium, du phosphate, et puis de beaucoup d'autres microéléments. Et puis, donc, je dis toujours, ces champignons ils font un rôle de mineurs, de prospecteurs, de mineurs, de transporteurs, de commerçants. Et il y a un troc qui se fait avec la plante. Et en échange de ces éléments minéraux, indispensables à la croissance de l'arbre, de la plante, la plante va fournir des sucres. Effectivement, du glucose essentiellement, hein, le saccharose qui provient de la photosynthèse, qui arrive des feuilles, qui arrive dans les racines. Ce saccharose est inverti en glucose et en fructose dans la racine, et le glucose est transformé après transformation, est transféré aux champignons. D'accord. Et ça représente à peu près 20 à 30% des photoassimilats de la plante qui sont ainsi rétrocédés aux champignons. Aux champignons, parce qu'il y a souvent plusieurs champignons associés à la racine. Donc le coût de la symbiose, il est extrêmement important. C'est quand même 20-30% de la photosynthèse, des photoassimilats qui sont consommés. Mais le gain en croissance induit, provoqué par cet afflux massif d'éléments minéraux, compense complètement le coût de la symbiose. Donc on a vraiment une interaction symbiotique qu'on appelle mutualiste, c'est-à-dire que les deux partenaires tirent bénéfice de l'interaction. Moi, je travaille sur les interactions entre champignons, enfin plus spécifiquement entre levures, moi dans les aliments fermentés, et je me pose beaucoup la question en fait des mécanismes d'interaction. Et notamment, je me pose une question de est-ce que ces interactions ont lieu de façon indirecte, c'est-à-dire les différents organismes ont leur propre métabolisme, et il se trouve qu'ils partagent des ressources, et donc l'un impacte l'autre, mais il n'y a pas vraiment de connaissance de la présence de l'autre dans l'environnement, et des interactions que je vais qualifier de directes, où là, ils se détectent mutuellement, et donc modifient leur métabolisme réciproque pour interagir. Et donc la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est il y a la symbiose qui se fait, donc les champignons donnent des acides aminés, les arbres donnent des carbones, et donc ça crée forcément... Est-ce que c'est la disponibilité en fait dans le micro-environnement qui sépare la racine du champignon en acides aminés qui va modifier le métabolisme de la plante, ou est-ce que vraiment ils communiquent aussi en termes de régulation métabolique ou des choses comme ça, avec, je sais pas moi, des facteurs de transcription, des choses... Oui, on a vraiment ces deux niveaux d'interaction. On a à la fois des régulations dites trophiques par des gradients biochimiques. Oui. Donc on sait que les sucres, par exemple, aussitôt que les sucres de la plante, le glucose,
issu de l'inversion du sucrose, du saccharose. Ouais. Aussitôt que le glucose est absorbé par les filaments fongiques, les hyphes, les cellules qui entourent la racine, ils sont immédiatement transformés en sucre typiquement fongique, comme le mannitol, le tréhalose. Donc du coup, il y a un gradient permanent, il y a une consommation permanente du glucose qui arrive dans les hyphes fongiques en sucres qui sont inaccessibles à la plante. Donc ça entretient un gradient biochimique classique, un gradient trophique. Et donc ça, c'est un facteur important de la régulation du métabolisme entre les deux partenaires. Mais ce qui rend cette symbiose mycorhizienne, donc entre champignons et racines, beaucoup plus fascinante, c'est qu'il y a également échange de signaux, et échange d'informations et contrôle réciproque du génome, de l'expression des gènes des deux partenaires. Donc ça va au-delà de ces gradients biochimiques qui permettraient une certaine coordination entre les deux partenaires. Oui. Là, on a affaire à une symbiose beaucoup plus intégrée, avec des petites protéines, qu'on appelle des protéines effectrices, donc des effecteurs, qui sont injectés par le champignon dans la plante, qui migrent rapidement vers le noyau de cette plante pour aller accrocher, modifier le fonctionnement de facteurs de régulation transcriptionnelle, soit que ces facteurs contrôlent des voies d'assimilation, de biosynthèse, de composés biochimiques, de métabolites, ou plus intéressant, ces molécules effectrices peuvent contrôler le système immunitaire de la plante, et en particulier supprimer, réduire ses défenses immunitaires, pour permettre en fait l'installation du champignon au sein même de la racine. Ou à la fin du processus de développement symbiotique, 50% de la masse, de la biomasse de la racine, ça va être du champignon. D'accord. Donc il y a une présence massive du champignon, et cette présence massive, elle est autorisée parce que le champignon injecte dans la plante des protéines ou d'autres signaux qui contrôlent à la fois son développement, sa croissance et son métabolisme. Et ce qu'on a montré, juste pour finir, pas de problème, pour montrer qu'il y a vraiment une boucle de rétroaction, ce qu'on vient de montrer l'an dernier, c'est que l'arbre lui-même injecte des petites protéines effectrices dans le champignon pour contrôler une partie de son fonctionnement. Donc les deux, parce que souvent on me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui porte le pantalon dans ce ménage ? Est-ce que c'est le champignon ou est-ce que c'est l'arbre ? En fait, les deux sont tellement... Il y a 300 millions d'années d'évolution, les deux organismes sont tellement intégrés au niveau métabolique, génétique, développemental, qu'on peut pas... Les deux s'autocontrôlent. D'accord. Ça me fait penser à une autre question. C'est donc une symbiose obligatoire pour les deux organismes ? C'est-à-dire que le champignon ne peut pas vivre sans l'arbre et inversement ? En partie, c'est-à-dire qu'en fait, les arbres, on peut faire pousser les arbres au laboratoire, sans champignons. Il suffit de leur apporter des quantités de nutriments, d'éléments nutritifs, d'éléments minéraux, du phosphate, de l'azote, des microéléments en grande quantité, ce qu'on appelle les solutions de croissance, les milieux de croissance. Par contre, dans les milieux naturels, et en particulier dans les sols forestiers, la teneur en phosphate, la teneur en nitrate est extrêmement faible. D'autant qu'en Europe, la plupart des forêts ont été reléguées dans les terres extrêmement pauvres. Donc les sols forestiers, la concentration en phosphate assimilable, disponible pour la plante dans un sol forestier, c'est 10 micromolaires. C'est 100 à 1000 fois moins que ce qu'on apporte dans une solution nutritive au laboratoire. D'accord. Donc la seule condition de survie, ou en tout cas si ce n'est de survie, de croissance raisonnable de ces arbres, c'est de vivre en association avec ces champignons, qui vont stimuler la croissance. Et inversement, le champignon, il peut se débrouiller en partie sans la plante. On sait cultiver ces champignons si on leur apporte du glucose. Par contre, ces champignons symbiotiques, alors quand je dis champignons symbiotiques, il y en a plusieurs types, mais si on parle des champignons comme la chanterelle, le cèpe, la manite, la truffe, qui sont des champignons dont on consomme les fructifications, leur réseau mycélien, qui est en interaction avec les racines des arbres, sont des champignons qu'on appelle ectomycorhizes, parce que le champignon enrobe les racines courtes de son manteau, pénètre dans la racine, s'immisce entre les cellules de la racine, mais ne pénètre jamais à l'intérieur de la racine. D'accord. Donc on les appelle ectomycorhizes.
Et ça, ces champignons-là sont capables de croître sur un milieu nutritif tout seuls, mais ils sont incapables de boucler leur cycle de vie, par exemple de fructifier, de Mhm. former des jaunottes, des girolles, de former des truffes, sans l'association avec la plante. La plante fournit des éléments qu'on n'a pas encore identifiés, qui déclenchent dans ce réseau mycélien souterrain, qui déclenchent la fructification et la formation des fruits que sont les champignons qu'on récolte. Oui. Donc on peut considérer que c'est une symbiose obligatoire dans la mesure où le cycle de vie, c'est-à-dire la production des fructifications, chanterelles, cèpes, truffes, ne se fait qu'en présence de l'arbre. Et puis il y a l'autre symbiose mycorhizienne qui est extrêmement répandue, probablement la plus fréquente. 90% des plantes sur la planète sont en association avec ces champignons mycorhiziens qu'on appelle champignons mycorhiziens à arbuscules. C'est-à-dire que là, on a affaire à un groupe de champignons très primitifs. C'est un des premiers clades, une des premières lignées de champignons terrestres, qu'on appelle les gloméromycètes. Les gloméromycètes. Ces champignons-là ne forment pas de fructification, tels qu'on les ramasse à l'automne. C'est des champignons très compliqués, cénocytiques, il n'y a pas de paroi dans la cellule, c'est 10 000 noyaux qui se baladent dans une espèce de protoplasme comme ça. D'accord. Et ils sont capables de former des mycorhizes, des symbioses mycorhiziennes, avec les plantes herbacées, avec les plantes d'intérêt agronomique, le riz, le blé, le maïs, mais aussi toutes les herbes qu'on a autour de nous. Et dans ce cas-là, le champignon pénètre dans la racine, mais pénètre également à l'intérieur de la cellule, où il forme un arbuscule, une structure extrêmement digitée qui va favoriser l'interaction entre les deux partenaires. Et donc on les appelle endomycorhizes. Et celles-là, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que le champignon, on est incapable de cultiver le champignon sans la présence de la plante. Et on sait pourquoi maintenant, ça a été démontré il y a 3-4 ans par toute une série de groupes allemands, français, américains. Ces champignons ont perdu la capacité de fabriquer des acides gras. D'accord, ok. Et c'est la plante qui fournit les acides gras. La plante ne fournit pas que du glucose dans ce cas-là, mais également des acides gras, type acide linoléique et compagnie, et qui sont transportés à travers les différentes membranes et qui fournissent les acides gras indispensables à la croissance du champignon et à son développement. Et là, donc, la symbiose est très ancienne, c'est la plus ancienne, et elle est obligatoire. Alors là, on est même quasiment à la fusion de deux organismes en un seul, parce que si même les cellules sont fusionnées... Oui, tout à fait. Mais bon, de toute façon, j'ai l'habitude de dire que les arbres sont des arbres-mondes, c'est-à-dire que tous les arbres qu'on a autour de nous, toutes les plantes qu'on a autour de nous, comme nous-mêmes humains, on est complètement dépendant du cortège de micro-organismes qui vit sur ou dans les tissus, dans ce cas-là, dans les tissus de l'arbre. Oui. Et un arbre adulte, un chêne centenaire, en fait, il a un partenariat avec 250 espèces, au moins 250 espèces de champignons mycorhiziens différents. C'est-à-dire que sur le système racinaire qui se développe dans le sol, c'est pas un cèpe, une truffe, une girole, c'est des cortinaires, des russules, tout un cortège de champignons qui est associé à l'arbre. Là, on a beaucoup parlé de symbiose, donc d'interaction positive, mais je suppose qu'il y a aussi des interactions négatives aussi entre les champignons et les arbres qui peuvent avoir lieu, du parasitisme. Oui, bien sûr. Oui. Alors, les champignons, on a l'habitude de les diviser en 3 grands groupes. Oui. Il y a les champignons qui interagissent avec les plantes qui sont mortes. Ils mangent les plantes mortes, c'est les saprophytes, les champignons décomposeurs, fossoyeurs, mangeurs de matières organiques mortes. Et donc là, c'est beaucoup de champignons qu'on voit en forêt sur les arbres morts, comme les consoles des polypores qui sont accrochés, comme l'amadouvier qui sont accrochés à l'arbre. C'est les lépiotes des guenillers qu'on ramasse à l'automne, qui poussent dans les feuilles mortes. Voilà, il y a près de 30 000 espèces de champignons décomposeurs qui vivent des plantes mortes. Et puis, en gros, ça fait 40% des champignons qu'on rencontre en forêt. D'accord. L'autre moitié, les autres 40%, ce sont les champignons mycorhiziens symbiotiques qu'on a déjà mentionnés. On y retrouve les cèpes, les amanites, les cortinaires, les russules, les girolles, les chanterelles. Et puis, il y a heureusement, il y a une petite proportion des champignons qui sont parasites et pathogènes. Alors, il y a des champignons qu'on appelle les agents de la rouille, qui
qui attaquent les feuilles des peupliers, par exemple à l'automne, qui se couvrent de pustules orangées. Il y a des champignons qui attaquent les arbres malades, qui pénètrent par les blessures. Actuellement, il y a la calarose du frêne qui décime les frênes en Europe. Il y a eu l'orme, la graphiose de l'orme, un parasite également, un champignon parasite des ormes, qui a quasiment éliminé les ormes d'Europe. Il y a l'encre du châtaignier, il y a l'encre du platane, il y a beaucoup de maladies comme ça qui se développent sur les arbres, et on en a de plus en plus, parce que le réchauffement climatique favorise ce type de maladies, et puis la mondialisation introduit en Europe plein de champignons pathogènes qui viennent d'Asie, et que les arbres et les plantes européennes n'ont jamais rencontrés. Donc leur système immunitaire n'est pas capable de lutter contre ces parasites, ces maladies émergentes, et ces parasites invasifs qui viennent de l'autre bout du monde. D'accord. Et est-ce que dans les cas de champignons parasitaires, on a des interactions, on a mis en évidence des interactions aussi fines que dans les parasites symbiotiques, ou là c'est beaucoup plus indirect? Non, c'est ça qui est fascinant en fait, c'est qu'on a démontré ces dernières années, en particulier dans mon équipe, on a montré que les mécanismes moléculaires qui sont utilisés par les champignons symbiotiques pour aller contrôler la plante hôte, avec qui sont idéalement on dit que c'est un mariage entre les champignons symbiotiques et la plante, et en réalité on l'a mentionné tout à l'heure, le champignon peut injecter des protéines pour contrôler son partenaire. Donc en termes de mariage, bon, c'est pas très sain comme relation. Voilà, c'est ça, c'est pas très sain. Eh bien, ces mécanismes-là, en fait, ils ont été démontrés pour la première fois chez les champignons pathogènes et les bactéries pathogènes. C'est-à-dire que les bactéries et les champignons parasites ont appris depuis très longtemps à repérer chez la plante ce qu'on appelle des hubs, des nœuds, des facteurs de régulation transcriptionnelle particulièrement importants qui contrôlent soit le système immunitaire, soit le développement, soit la balance hormonale, soit le métabolisme. Et les bactéries et les champignons pathogènes, ils ont un arsenal. Parfois, un champignon parasite comme la Pyrrhuchilariose du riz, Magna portae grisea, il a 300 ou 350 protéines effectrices qu'il envoie dans les cellules de l'hôte pour contrôler tous les aspects du fonctionnement de sa plante hôte, le développement, la balance hormonale, le métabolisme, les défenses immunitaires. Eh bien, on a démontré dans mon groupe que les champignons symbiotiques, finalement, utilisaient les mêmes processus pour interagir avec leur plante hôte. Ce qui fait que cette division que nous, scientifiques, nous créons entre les champignons qui mangent la matière morte, les champignons qui interagissent avec la matière vivante, la symbiose, ou les parasites, c'est un continuum, en fait. On a des exemples de symbiotes qui sont plutôt parasites au début de la vie, de l'interaction, et qui deviennent pleinement symbiotiques mutualistes à la maturité. Et inversement, on a des champignons comme un champignon qui est très connu au Japon, qui est très consommé, qui coûte une fortune, qui est le matsutake, le Tricoloma matsutake. Il est généralement symbiotique, et puis à un moment de sa vie, il va devenir saprotrophe, consommateur de matière morte, avant de faire ses fructifications, qui sont ramassées par les gourmands japonais. Donc voilà, aussi bien au niveau de l'écologie qu'au niveau de la biologie, mais surtout, on vient d'en parler au niveau moléculaire, les circuits génétiques, les circuits moléculaires, les réseaux de gènes qui sont utilisés, ne sont pas très différents entre un champignon mutualiste et un champignon parasite. C'est qu'une question de degré. D'accord. Merci pour ces infos. Il y a une question que je me pose par rapport, on va dire, assez pratique, notamment quand on travaille avec... moi, comme je te disais, je travaille avec des levures, mais j'ai travaillé qu'avec des levures. Donc, ils ont un temps de génération similaire, un type de culture similaire, mais dans ton cas, tu vas travailler donc avec des champignons qui sont des micro-organismes qui se multiplient très rapidement, et un arbre qui va avoir un temps de génération qui se compte peut-être en dizaines d'années. Comment vous gérez ça au laboratoire Comment vous travaillez, en fait, concrètement sur ces deux modèles-là en même temps? Alors en fait, on travaille bien loin du monde de la forêt. En réalité, toute la partie biochimique, génétique, biologique, la compréhension des mécanismes moléculaires, malheureusement, ne peut se faire que sur des systèmes in vitro, des systèmes expérimentaux, où là, on a le champignon qui est mis en présence de petites germinations ou de petites plantules d'arbres. C'est très rare qu'on étudie de l'interaction symbiotique entre un arbre adulte
et un champignon. En fait, la plupart des travaux qui sont réalisés au niveau moléculaire se font sur des arbres qui ont moins d'1 an. D'accord. Donc on sait micro-propager le peuplier. Alors l'arbre modèle des forestiers, c'est le peuplier. Parce qu'il pousse vite, relativement vite pour un arbre. Si un peuplier, tu vas avoir on démarre avec une bouture dormante qui fait 10 cm. Tu plantes ça dans un pot, cette bouture, tu reviens 6 mois après, il fait 3 mètres de haut. Donc c'est ça va vite, un arbre qui a une croissance rapide. À l'opposé, un épicéa ou un pin sylvestre, au bout de 6 mois, il va faire 4 cm, 5 cm de haut. Oui, d'accord. Donc on a tendance à privilégier comme système modèle le peuplier, ce qui fait que c'est le premier arbre dont le génome a été séquencé en 2006. Maintenant, hein. Donc on a un génome, il se transforme génétiquement, il se transforme relativement facilement. On a plusieurs protocoles de transformation génétique. On peut faire de l'interférence ARN, on peut faire du knockout sur le peuplier. Donc il présente plein d'avantages. Et nous, on peut soit le planter comme un crayon et travailler en pot, en serre. Et là, on travaille quand il a 3 mois, des interactions qui sont établies depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an. Ou alors, encore mieux, quand on veut produire beaucoup de matériel, on peut produire des micro-boutures de peuplier, cloner des micro-boutures de peuplier, et ça tient dans une boîte de pétri. Ou une boîte de magenta. Donc on peut avoir une petite boîte en plastique. On peut même laisser sortir les parties aériennes de la boîte pour qu'elles soient dans des conditions de photosynthèse à peu près normales. Et le système racinaire est conservé en conditions aseptiques, axéniques. Et là, on peut avoir un ou deux champignons qui viennent coloniser le système racinaire. Et là, on peut en produire des boîtes comme ça. Ça arrive, on peut en produire des milliers. Oui. Suffisamment pour avoir assez de matériel pour prélever les petites racines, 100, 200 racines courtes mycorhizées. Avec une pince à épiler, on prélève les petites racines courtes. D'accord. Ouais. Je fais plus ça depuis très longtemps, c'est plutôt mes thésards qui font ça. Et puis, voilà, il y en a assez pour faire une extraction d'ARN ou de mesurer une activité enzymatique ou mesurer une concentration de métabolites. Donc, on sait maîtriser un certain nombre de ces interactions arbres-champignons in vitro en conditions expérimentales. Donc, ça se fait sur l'eucalyptus, le peuplier, le sapin de Douglas, quelques espèces de pins. On arrive comme ça maintenant à mimer l'interaction, très simplifiée, puisqu'il y a un seul partenaire avec l'arbre, un seul partenaire fongique avec l'arbre, mais ça nous permet de simplifier la complexité environnementale de la forêt pour essayer de comprendre les signaux qui sont échangés, et les gènes et les protéines qui sont régulés au cours de l'interaction. Et je suppose que vous faites des manipulations génétiques au niveau de l'arbre et du champignon. C'est ça. Alors ces champignons-là sont plutôt assez récalcitrants, c'est-à-dire qu'il y en a... malheureusement, c'est pas comme la levure. Hein. Alors quand on dit champignons, champignons mycorhiziens, on en a répertorié à peu près 6000 en Europe, dans les forêts européennes. Mais les études se font sur un nombre beaucoup plus restreint d'espèces, une demi-douzaine d'espèces. Et sur cette demi-douzaine d'espèces, il n'y en a que 2 que l'on sait transformer génétiquement. D'accord. Donc l'essentiel du corpus d'informations que l'on a au niveau génétique sur ces champignons, symbiotiques, mutualistes, mycorhiziens, repose sur 2 ou 3 espèces. Oui. Et au niveau des plantes, là aussi, on retombe essentiellement sur l'eucalyptus et le peuplier, qui sont quasiment les 2 seuls arbres que l'on sait modifier génétiquement de façon routinière. Oui. Je comprends. Donc notre vision du monde forestier, c'est très frustrant en fait. Hein, quasiment 90% des articles de biochimie, de biologie moléculaire, de génétique, de génomique reposent sur une demi-douzaine de champignons symbiotiques et puis 2 ou 3 arbres. Alors que là, derrière moi, dans la forêt de Champenoux, il y a une dizaine d'espèces adultes d'arbres et ils vivent en interaction avec des centaines de champignons. Donc, en d'autres termes, ce qu'on ne sait pas encore mesurer, c'est comment tous ces réseaux d'interaction, tous ces réseaux de gènes qu'on a caractérisés pour un champignon, une plante, que se passe-t-il en termes de réseau informationnel quand il y a 10 champignons, 100 champignons
que chacun de ces champignons injecte dans la plante des dizaines ou des centaines de protéines effectrices, Oui, voilà, ça on sait pas. Le niveau de complexité n'est pas le même. Ouais. Et ça me fait penser, vous disiez que par exemple dans les racines d'un chêne, on pouvait trouver jusqu'à 300 champignons différents, Oui. si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ces champignons, ils communiquent aussi les uns avec les autres? Alors on ne sait pas. Alors on ne sait pas. C'est un front de science. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est bien joli ce que vous avez fait là pendant 20 ou 30 ans, une plante, un champignon, mais c'est pas ça le monde réel. Essayez de voir de vous coltiner avec la réalité de la forêt. Et donc depuis une demi-douzaine d'années, la plupart des projets financés le sont que si on complexifie notre modèle expérimental. On se rapproche, on essaie de mimer la complexité de la forêt. Donc, tout doucement, on essaye dans nos systèmes in vitro, nos systèmes expérimentaux, on essaye d'introduire un deuxième champignon. Puis on rajoute une bactérie. Parce qu'en fait, ces champignons-là, ils vivent aussi en interaction avec des bactéries de la rhizosphère. Donc on a la racine, avec son cortège de champignons, et puis la racine et le champignon ont leur cortège de bactéries. Donc là, actuellement, on joue avec un arbre, et puis 2 ou 3 champignons symbiotiques. On rajoute des champignons dits endophytes, c'est-à-dire qui vivent dans les tissus de l'arbre, mais on ne sait pas quel rôle ils ont. Et puis on rajoute des bactéries. Donc on se rapproche tout doucement de ça, et on s'aperçoit qu'aussitôt qu'on introduit un partenaire supplémentaire dans le jeu, dans la ronde entre les différents organismes, eh bien on change l'expression des gènes, on change le métabolisme. On s'y attendait, hein, mais c'est fascinant de voir qu'effectivement, quand il y a un arbre avec 2 champignons, ça se passe pas de la même manière qu'avec un seul. Alors, avec 250, il doit y avoir un échange permanent de signaux entre les différents champignons symbiotiques, il doit y avoir des coopérations, et il y a probablement des compétitions. Oui. Alors, c'est très intéressant que tu me dises que vous évoluez dans cette direction, parce que c'est exactement ce que je constate aussi dans mon domaine à moi, qui est donc la microbiologie des aliments fermentés, où pendant très longtemps on a travaillé sur une espèce, par exemple dans mon cas sur le vin c'était la Saccharomyces cerevisiae, et que maintenant on commence à intégrer différentes espèces entre elles et de voir qu'est-ce qui n'est pas additif en fait. Par exemple, quel niveau d'expression change, qu'on ne trouve, quels sont les gènes qui changent d'expression que dans un mélange à 3 et qui ne sont pas modifiés dans aucun des mélanges à 2 correspondants, quoi. Ouais, quelles sont les propriétés émergentes, finalement, issues de cette complexité. Voilà, c'est ça. Et c'est intéressant que tu dises ce que tu viens de dire, que sur le vin, il y a ce même souci, parce qu'en fait, souvent quand je dialogue, quand je discute, quand j'enseigne à mes étudiants, je leur dis, finalement, la forêt, le sol, c'est probablement parmi les écosystèmes les plus complexes sur notre planète. Donc si vous voulez comprendre... raisonner sur ces systèmes complexes, travailler d'abord, aller lire les articles qui sortent sur la fabrication du vin, sur le fromage en tant qu'écosystème. Oui. Parce que là, on n'a que, entre guillemets, 10 ou dans le fromage 50 ou 200 espèces de champignons et de bactéries qui interagissent. C'est plus facile à faire ce qu'on appelle de la reconstruction de communautés, c'est-à-dire inventorier. C'est ce qu'on essaie de faire là en forêt aujourd'hui. Oui. Hein. C'est inventorier les micro-organismes qui vivent sur un arbre, les 2, 3, 4 000 micro-organismes, champignons et bactéries qui vivent sur cet arbre. Et une fois qu'on l'a isolé, alors évidemment, il y en a qui ne veulent pas se faire isoler, donc il y en a qu'on n'arrive pas à cultiver. Oui. Mais ceux qu'on arrive à cultiver, on les réintroduit ultérieurement dans des communautés synthétiques. Et nous, on n'arrive pas encore à faire ce qui se fait sur le fromage ou sur le vin, ou chez Arabidopsis, la plante modèle, où ils arrivent maintenant à reconstruire vraiment des communautés synthétiques, des communautés microbiologiques synthétiques, pour essayer de voir comment les mécanismes d'interaction et de coordination se complexifient au fur et à mesure de l'addition de partenaires supplémentaires. Donc mon rêve, mais je crains qu'il faille encore 20, 30 ou 40 ans pour y arriver, c'est de pouvoir prendre un chêne centenaire, inventorier ces 3-4 000 espèces de micro-organismes associés, et puis le reconstruire au laboratoire pour voir comment ce méta-organisme, cet holobionte, fonctionne. Bah alors oui, pour pas casser un peu l'idée, mais moi je me casse les dents avec 7 espèces de levure. Ouais, non, j'essaye avec 7 dans le vin, on essaye avec un écosystème de 7 et on se casse les dents. C'est vraiment pas des choses très évidentes, mais c'est vachement intéressant.
En fait, on arrive quasiment aujourd'hui, on n'est pas... En réalité, ça fait presque 20 ans qu'on essaye de faire in vitro des arbres mycorhizés avec plus que un. Oui. Et on y arrive très rarement. Deux, on commence à y arriver. Mais, parce qu'en fait, on dirait qu'il y a presque rejet, quoi, aussitôt que l'arbre, dans les conditions expérimentales, a pris contact avec un champignon. On n'arrive pas à contrôler les conditions physiologiques, environnementales pour autoriser l'installation d'un deuxième ou d'un troisième. Encore moins de 7 ou de 70. Oui. Oui. Et on ne peut pas prendre un chêne avec toute sa terre et le mettre dans un labo. Enfin, on pourrait. Non, alors c'est pour ça que l'étape suivante, ce qu'on essaie aujourd'hui de développer avec la génomique environnementale, c'est de ne pas essayer de reproduire la forêt au laboratoire, c'est quasiment impossible aujourd'hui, c'est d'aller en forêt avec les outils de la génétique et de la génomique et d'aller étudier en forêt toute la complexité du monde du sol, du monde microbien du sol associé aux racines, en faisant de la métagénomique, en faisant de la métatranscriptomique. Et là, on commence à avoir les outils pour faire ça et à suivre en temps réel, en tout cas à suivre en allant plusieurs fois par an sur le terrain, à toutes les saisons, prélever du sol, des racines avec leur système sol autour, et là, inventorier les gènes qui sont exprimés, pour avoir une image du fonctionnement de l'expression génique de cette multitude d'organismes qui vit avec la racine. Et ça me fait penser que dans une forêt, on va dire l'arbre d'à côté n'est pas forcément un peuplier, ou vous travaillez dans des forêts à arbres uniques, à espèces uniques? Alors, il y a plein de forestiers, plein de biologistes qui te diront qu'une plantation de peuplier, c'est pas une forêt. Donc, D'accord. c'est comme un champ de maïs. Non. Là, ce qu'on essaie vraiment de comprendre, c'est la forêt mixte, feuillu, résineux, qui se rapproche de la forêt tempérée ou de la forêt boréale. Donc des lieux complexes où il y a plusieurs espèces d'arbres qui interagissent. Donc qui interagissent, justement, c'était ma question. Oui, qui interagissent, c'est ça. Donc on va aller par exemple, je vais par exemple dans les montagnes d'altitude du Yunnan, la province qui est au sud-ouest de la Chine, au pied de l'Himalaya, où là, à 3300 mètres d'altitude, outre un paysage extraordinaire, on a des forêts de chênes, de sapins et d'épicéas, côte à côte, même environnement, même altitude, le sol approximativement le même, donc les paramètres environnementaux sont à peu près contrôlés, mais on a la chance d'avoir 3 types de forêts qui sont juxtaposées, les chênaies, les sapinières et les pessières, et là on peut étudier la communauté microbienne du sol, des champignons et des bactéries qui vivent avec le système racinaire de ces 3 types d'arbres dans des lieux relativement similaires. Et là, on peut d'abord voir que les communautés microbiennes varient considérablement d'une espèce à l'autre. Donc l'arbre impose sa communauté. Il y a vraiment probablement des raisons génétiques et autres qu'on ne maîtrise pas complètement. Chaque arbre a une communauté qui lui est propre. Puis il y a des champignons qui sont partagés, des bactéries qui sont partagées, mais au moins la moitié des micro-organismes sont propres à chaque espèce. Et puis on peut étudier l'expression des gènes dans chacune de ces communautés microbiennes associées aux racines du chêne, de l'épicéa ou du sapin. D'accord. Donc on commence à pouvoir, on est sur le front de science là, vraiment, Oui. c'est extrêmement lourd à mettre en place, c'est extrêmement coûteux. Mais parce que la forêt est un milieu extrêmement hétérogène. Chaque fois qu'on bouge de 50 cm en forêt, on change de monde. Les microbes vont changer, les racines vont changer, les racines sont entremêlées, les racines d'espèces différentes sont entremêlées. Et donc très rapidement, les gènes varient, les communautés microbiennes varient, les populations microbiennes varient. Et donc il faut échantillonner beaucoup de carottes de sol, d'échantillons de sol, pour pouvoir pouler et avoir une vision relativement correcte, statistiquement significative de ce qu'on étudie. Donc là, vous avez un nombre d'échantillons et un nombre de données extrêmement importantes quand vous faites ça. Alors, on arrive très vite à 10 000 échantillons. Et sur chacun de ces... Alors, on va faire
de l'inventaire d'espèces sur les 10 000, on peut, ça ne revient pas trop cher. Par contre, aussitôt qu'on fait de la métatranscriptomique, on fait du séquençage d'ARN, là, aujourd'hui, même en Chine, un échantillon revient à 400 €. Si on en fait 5000, on a des budgets on explose le budget. Donc ça reste... il y a toujours ce compromis du chercheur entre je multiplie le nombre d'échantillons pour avoir une bonne signification statistique, et puis pas de chance, mon cas, ça coûte trop cher. Hein. Oui. Donc Oui. revois ta manip de manière à ce que ça revienne pas à 10 000 € mais à 5 000. En général, quand on fait des travaux de génomique, tout ça, on va essayer d'associer l'expression des gènes, la présence ou l'absence d'espèces à certains phénotypes. Par exemple, la croissance des arbres, là j'essaie dans le cas. Chez vous, c'est quoi les phénotypes que vous essayez de prédire, par exemple, avec toutes ces informations-là? Parce qu'il y a l'aspect mécanistique, mais je suppose qu'il doit y avoir des aspects sur la santé de la forêt, si on peut parler de ça. Alors il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'individu, au niveau de l'arbre, on va étudier sa croissance. Bien entendu, ça reste l'impact de la symbiose mycorhizienne, c'est d'abord un phénotype croissance, c'est une symbiose trophique, donc elle a un effet fort sur la croissance. On peut facilement doubler ou tripler la croissance d'une jeune plantule, donc c'est spectaculaire, avec et sans mycorhize, ou mycorhize X ou mycorhize Y, on peut avoir des variations de 50 à 200%. Mais on s'intéresse de plus en plus à l'efficience d'utilisation de l'azote ou à l'efficience d'utilisation de l'eau, c'est-à-dire comment le métabolisme même de l'arbre est modifié par la présence du champignon ou des champignons. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de sécheresse. On s'intéresse à des champignons qui vont permettre à la plante d'être plus résiliente, d'être plus adaptée à la sécheresse, plus résistante à la sécheresse. Donc on essaie de sélectionner, de trouver des champignons qui modifient, qui améliorent l'efficience d'utilisation de l'eau, qu'on peut mesurer par des paramètres variés et divers, physico-chimiques. Et puis après, au niveau de la forêt, bien entendu, ça va être la diversité, la biodiversité, c'est vraiment un critère qui rentre en ligne de compte maintenant dans la gestion forestière, essayer d'améliorer la diversité microbienne et végétale d'une forêt, au-delà de sa simple production de bois. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement dans le paradigme. Pendant 20 ans, mes 20 premières années de chercheur à l'INRA, quand on écrivait des demandes de crédit, c'était je veux produire plus de bois et de meilleure qualité. C'était vraiment l'aspect, comme en agronomie intensive, produire plus et mieux. Et depuis au moins 10 ans, je dirais, même à l'Office national des forêts, les mentalités ont changé. Et maintenant, c'est faisons des forêts plus adaptées au changement climatique, faisons des forêts plus diversifiées en termes d'espèces. Donc j'aime bien ce changement qui va bien avec la modification de l'ambiance générale, de l'atmosphère générale de notre société. C'est-à-dire, essayons de comprendre ces interactions, pas simplement pour faire plaisir aux scieurs, à l'acheteur de bois, de grumes, mais également allons vers des forêts plus anciennes, étudions l'impact par exemple de laisser le bois mort en forêt, laisser des vieux arbres, 1 ou 2 vieux arbres par hectare en forêt, ce qui est maintenant réglementaire. Quel est l'impact sur la diversité de champignons consommateurs de bois, décomposeurs de bois? Par rapport aux forêts et à la gestion des forêts, j'en ai entendu parler récemment comme pour lutter contre le réchauffement climatique comme un absorbeur de CO2. C'est un puits de carbone. Est-ce que vous faites des recherches pour justement que les forêts soient plus efficientes dans leur quantité de carbone qu'elles arrivent à fixer? Ça fait partie de vos questions maintenant? Oui, alors peut-être pas pour les collègues ici qui travaillons sur les symbioses mycorhiziennes, parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est modifier le cortège de micro-organismes associés à un arbre adulte. On sait modifier, on sait domestiquer ces symbioses mycorhiziennes. On sait produire des jeunes plants truffiers, par exemple, ou des jeunes plants de sapin de Douglas, qui sont associés à un champignon domestiqué, sélectionné, et qui va améliorer soit la croissance, dans le cas du sapin de Douglas, espèce de reboisement, ou la production de truffes pour les plants truffiers pour la consommation, ça on sait faire. D'accord. Mais on s'est aperçu qu'aussitôt qu'on prenait ces plants, où on a maîtrisé, on a joué le rôle d'entremetteur, on a introduit sur le système racinaire un type de symbiose, aussitôt qu'on prend ces plants-là et qu'on les ramène en forêt, dans la complexité du monde forestier, le malheureux champignon qu'on a introduit, il va se trouver en compétition avec des centaines d'autres espèces, et très rapidement il est remplacé. D'accord. Donc le Graal des écologues aujourd'hui,
des microbiologistes qui travaillent sur l'écologie des forêts, c'est de dire « Ouh là là, si on pouvait introduire des champignons qui aident les arbres à résister à la sécheresse, ce serait super. On pourrait aller en forêt, déverser ces champignons-là sur le sol forestier, et tous les arbres deviendraient résistants. » En fait, il y en a qui écrivent ça quand même. Hein. Il y a eu un article qui est sorti récemment dans Science ou dans Nature, disant finalement il suffit de planter des arbres par milliards, et puis on va sauver la planète. Et puis ces arbres-là, on peut même y apporter un cortège de champignons bénéfiques, ça va être encore mieux. En réalité, nous qui travaillons là-dessus depuis maintenant plus de 40 ans, on n'a jamais réussi à introduire sur des arbres adultes des champignons sélectionnés et domestiqués. C'est hors de question pour eux. C'est de l'écologie en fait, il y a une compétition trop forte. Alors par contre, ce qui se fait ici sur le centre de recherche forestière de Nancy, de l'INRAE, il y a plein d'équipes qui travaillent sur la façon de gérer la forêt de manière à ce qu'elle soit mieux adaptée au réchauffement climatique, soit en plantant des arbres, mais si possible pas des espèces exotiques, comme on a fait pendant trop longtemps, mais on essaie plutôt de favoriser la régénération naturelle, de laisser les forêts évoluer par elles-mêmes, en diversifiant les espèces. Arrêtons d'avoir des forêts monospécifiques, avec que des chênes, que des hêtres, que des épicéas. Mais c'est pas des forêts, alors, ça. Comme tu disais. C'est pas des forêts, justement, c'est ça. Donc, faisons des forêts mixtes, résineux, feuillus, d'âges différents, parce que pendant longtemps... avec la gestion forestière, la sylviculture qu'on a eue ces 100 dernières années, on va plutôt vers des arbres qui grandissent tous en même temps, et qu'on coupe à 120 ans, coupe rase. Ça, c'est vraiment pas bon pour la forêt. Donc on va plutôt vers des forêts diversifiées, d'âges différents, d'espèces différentes. Voilà, on est plutôt vers ça. Et comment gérer cette forêt-là de manière à ce que elle s'adapte mieux au changement, au réchauffement climatique. Mais c'est pas gagné. On est assez pessimiste. À vrai dire. On est assez pessimiste. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le craignait. On assiste suite aux sécheresses qu'on a connues, aux canicules et aux sécheresses de 2018, 2019, 2020, on est passé de quelques pourcents, 1 ou 2% d'arbres malades dans les forêts françaises, à 10 à 15%. Lors des derniers inventaires. Donc, j'espère qu'avec la pluie qu'on a eue là pendant 1 an, ça va aller mieux, mais on est plusieurs à craindre qu'on est passé au-delà d'un basculement. C'est-à-dire que le réchauffement climatique va tellement vite qu'il y a des pans entiers des forêts européennes, boréales et autres qui vont souffrir. D'accord. Et donc, dans ce que tu as l'air de dire, c'est que le principal critère, c'est la sécheresse, là, dont on parle. Alors c'est compliqué. Aujourd'hui, si les forêts se portent mal à l'échelle planétaire, le facteur primaire, c'est vraiment déboisement. C'est le déboisement, c'est l'agriculture, la fragmentation des... Voilà. Le réchauffement climatique, il arrive qu'en 3e position aujourd'hui, en termes de mort des arbres, sur la planète entière. Hein. Après, si on raisonne au niveau national, c'est vrai qu'il y a une gestion forestière qui est intelligente aujourd'hui. On essaie de gérer les forêts européennes de façon pragmatique, en tenant compte du réchauffement climatique. On introduit des espèces, mais tranquillement, modérément, on réfléchit sur 10 ou 20 ans. Donc, mais ça va être certainement là, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est certainement le réchauffement climatique qui va avoir un impact fort. Mais c'est toujours cette combinaison, on a bien vu ça en 2018, 2019 et 2020. Une vague de chaleur inattendue au mois d'avril-mai, avec des 28-30 degrés ici en Lorraine, ce qui est c'est du jamais vu. Et puis après, on a des étés extrêmement secs. Merci pour toute cette discussion très scientifique. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de distance avec toi par rapport à la science pure, puisque en faisant des recherches sur ce que tu fais, j'ai vu aussi que tu as fait beaucoup de vulgarisation. Tu as notamment fait beaucoup d'interventions à France Inter, tu as fait plusieurs articles dans Le Monde, tu as écrit des livres, tu as fait des vidéos, une de plus. Et je me suis posé la question de comment t'es venu, toi, vers cette communication vers le grand public. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et comment ça s'est mis en place ? Parce que notamment, je trouve que c'est une question qui est très intéressante, puisqu'on parle aujourd'hui
de donner plus la parole aux scientifiques et de pousser les scientifiques à plus communiquer à la fois sur la méthode et sur notre travail. Et donc je me demande comment toi, tu as fait ce travail-là. Oui, non, mais c'est sûr, c'est vraiment une interrogation qu'on a, hein. Au niveau du collectif ici, on s'interroge souvent sur la place que l'on doit donner au dialogue avec la société, avec la médiation scientifique. D'autant plus qu'ici, sur Nancy, on a un exemple assez extraordinaire qu'on appelle une structure qu'on appelle tous chercheurs, qui est un endroit où un laboratoire où on accueille le public, depuis les scolaires en passant, voilà. Et donc là, on en parle beaucoup, on est tous sollicités pour intervenir dans cette structure. Mais si j'essaie rétrospectivement comment je suis venu à passer autant de temps devant un micro ou devant une caméra ou à écrire des livres, alors, je pense qu'il y a eu deux phases dans ma vie de chercheur. Il y a une première, comme beaucoup, hein, il y a une première phase où ce qui est vraiment important quand on a 30 ans, 40 ans, c'est d'être le meilleur dans son domaine. Et donc, c'est de produire des résultats scientifiques de très haute qualité, d'avoir un papier dans Nature ou dans Science. Vraiment, c'est chercher l'excellence scientifique. Oui. Puis une fois qu'on arrive au tournant de la cinquantaine, on se dit, mais finalement, à force d'entendre dans sa famille, parmi ses amis, mais à quoi ça sert d'avoir cloné le gène pour tel ou tel enzyme ou d'avoir séquencé un génome de plus? On finit par s'interroger, à se demander quelle place on a dans la société. Et puis quand on a les enfants, puis après des petits-enfants, cette question-là devient encore plus forte, oui. Cette interrogation-là. Et donc ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que au-delà de l'enseignement vers les étudiants, j'ai commencé à interagir avec les journalistes. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à rédiger des articles de vulgarisation scientifique pour la recherche, pour Sciences et Avenir, etc. Mais ce qui a été vraiment le déclencheur, je pense, c'est en 2012, quand j'ai eu la chance d'avoir été honoré par les lauriers d'excellence de l'INRAE, donc l'équivalent de la médaille d'or du CNRS. Et là, évidemment, pendant un mois, on est sous l'œil des caméras. C'est-à-dire que l'INRA, à l'époque, l'INRA fait une belle opération de promotion. Donc, on est au contact des radios, on rencontre pour la première fois Mathieu Vidard, etc. On passe sur France Inter, sur France Culture et autres. Et puis, ça s'est bien passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai une bonne présence, je suis pas trop impressionné par un micro, il paraît que j'ai une voix chaude, chaleureuse, donc ça passe bien au micro. Donc tout ça fait que, de fil en aiguille, c'était de plus en plus d'interviews, de radio, et une fois qu'on commence à avoir un nom, les journalistes de France Inter ou les gens du Monde, ils ont leur liste d'experts, et quand on parle de champignons et d'arbres, plaf, on téléphone à Francis Martin. D'accord. Voilà, ça se passe comme ça. Et puis, il y a quelques années, suite à ça, j'ai commencé à acquérir une certaine notoriété dans le domaine, comme étant, entre guillemets, un bon vulgarisateur. Et donc là, tu es invité à faire des conférences. Et puis un jour, j'ai eu les éditions Quae de l'INRAE, qui m'ont dit, écoute, ce serait bien que tu fasses un petit bouquin de vulgarisation scientifique qui doit être, c'est une série de petites fiches sur les champignons, et qui doit s'intituler, le livre doit s'appeler « Est-ce que tous les champignons portent un chapeau ?» Et l'idée, c'était vraiment d'écrire sur les champignons toutes les questions que les gens se posent. Et puis ce bouquin a été bien lu, etc. Et puis un jour, j'ai été contacté par une éditrice de chez Belin, Humaine 6, qui m'a dit « Écoute, Francis, c'est vraiment le type de chercheur que je cherche, c'est-à-dire un scientifique qui a une solide notoriété, qui est reconnu comme expert dans son domaine, qui n'est pas encore trop médiatisé comme certains, oui. Qui n'a pas encore la grosse tête, et puis qui a envie de raconter comment ça fonctionne. » Comme on vient de le faire au cours de cette interview-là. Partager à la fois la science, de façon la plus stricte, la plus juste possible, mais en même temps de façon agréable, et puis raconter comment ça se passe, la vie d'un chercheur. Et le bouquin s'est bien vendu, et donc elle m'a demandé d'en écrire un deuxième, puis d'autres maisons d'édition m'ont demandé d'écrire un troisième, et voilà, je passe beaucoup de temps maintenant à rédiger soit des articles scientifiques, parce que ça reste pour moi une fonction, une tâche importante, parce que j'ai un groupe de recherche, et je sais que mes postdocs et mes docs ont besoin d'articles, et j'essaie de trouver le bon, 50% du temps à écrire des articles scientifiques, et 50% du temps à dialoguer avec la société. D'accord.
Est-ce que ça répond à ta question? Alors, ça répond totalement à ma question. J'avoue que je suis assez impressionné, parce que notamment, dans tout ce que tu décris, pour moi, il y a des compétences qui sont très différentes, parce que pour moi, bien passer à la radio ou, en caméra, ça demande, comme tu dis, une certaine voix, de parler d'une certaine façon, des choses comme ça. Et tout ça, c'est un certain nombre de compétences qu'on a naturellement ou qu'on apprend. Et rédiger de la vulgarisation scientifique en livre, c'est quelque chose de très très différent pour moi. Oui. Et donc avoir à la fois ces deux casquettes de vulgarisation vidéo, son et écrit, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces deux casquettes-là, quoi. En plus, évidemment, de tout l'aspect scientifique. Oui, non mais j'ai beaucoup de chance. Hein. Et beaucoup de travail. Je suis très organisé, donc en fait ça aide beaucoup. Hein. J'ai un esprit qui peut avoir 15 autoroutes en parallèle qui fonctionnent, et voilà. Bah, après on est comme ça, hein, j'y peux rien. Non, mais c'est la faute de ma maman. C'est ça. Et du papa. Et le papa aussi. Non, mais plus sérieusement, je trouve que ce qui me passionne aujourd'hui dans l'écriture, c'est que je me suis aperçu qu'on pouvait faire de la vulgarisation scientifique, simplifier le discours scientifique. Oui. Mais ça, j'ai appris à le faire, par exemple, quand tu écris un article pour Nature. Bon, j'ai quelques articles dans Science et Nature qui essayent de résumer en 3000 mots le travail d'un consortium international de génomique de 50 personnes, de 50 génomes. C'est un exercice que je trouve d'une difficulté incroyable. Chaque mot est pesé. Et en fait, j'ai appris en peaufinant comme ça, comme un diamant, tu travailles mot à mot, tu y reviens 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois des fois sur une version, et à la fin, tu as le sentiment d'avoir quelque chose de presque parfait. Et en fait, cet exercice-là que j'ai fait depuis les années 2010, où on a publié ce genre d'article, ça m'a beaucoup aidé dans cette capacité à rédiger de façon simple, où chaque mot compte. Oui. Et ce que j'aime maintenant ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est ambitieux, hein, je ne sais pas si j'y arrive, c'est en même temps d'avoir une couche d'écriture littéraire. C'est-à-dire, au-delà du discours scientifique un peu sec que nous avons, c'est voir si quand je décris une forêt, quand je décris une symbiose, je peux faire comme Giono. D'accord. C'est-à-dire avoir une vision un peu naturaliste et panthéiste de la vie, de la biologie, de la forêt ou des écosystèmes. J'essaie de jouer ce jeu-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux être strict dans mon écriture, dans mon discours scientifique, mais j'essaie de rajouter, de montrer qu'un scientifique peut être en même temps poète, naturaliste, et quand il va en forêt, il a ces deux mondes qui se superposent en permanence. C'est-à-dire, quand je regarde une feuille, aujourd'hui, quand je me promène en forêt, je regarde une feuille de chêne ou de hêtre, je vois les voies métaboliques. Mon cerveau, sincèrement, je les vois sous mes yeux, comment ça s'échange, tout ça. Et en même temps, j'ai l'altérité qui est l'arbre, qui s'impose et qui me regarde comme s'il y avait le dieu Pan qui était assis sur une de ses branches. Et c'est vraiment fascinant, comme le cerveau humain peut basculer d'un côté à l'autre. Ouais, c'est impressionnant. Moi, j'y arrive pas. Hein. Autant moi, j'arrive à voir, on va dire, le métabolisme, les flux métaboliques, ça, je sais. Mais moi, je reste là, en fait. Maintenant, plus j'en sais, plus j'ai une vision très cartésienne de la chose. Quoi. C'est vrai, tu verras dans 20 ans. Il arrive un moment, de plus en plus, quand je lis maintenant un roman ou un essai, j'en tire énormément d'informations. Je dis, ah ben oui, c'est ça. Quand je lis une description romancée, littéraire, je me dis, mais tiens, ça collerait vachement bien à ce qu'on est en train de montrer là. D'accord. Ce que tu me dis, ça me fait aussi beaucoup penser à Charles Darwin, puisque notamment, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce qui a fait le succès de la théorie de l'évolution et de son livre, c'était que, avant tout, c'était un carnet de voyage. Et que donc, c'était très agréable à lire, et qu'en plus, il y avait de la science, mais que c'était aussi agréable à lire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'un papier scientifique classique, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, c'est pas agréable à lire. Non, vraiment, alors je sais pas si c'est un secret. Mon truc, moi, c'est d'essayer de projeter une vision cinématographique. Ouais. C'est-à-dire d'avoir une description immersive de ce que je raconte, de la science que je raconte. Donc là, par exemple, pour les éditions de La Salamandre, ils m'ont demandé de faire un abécédaire sur la forêt. Donc le jeu, c'est en 26 lettres, je dois décrire la complexité de la forêt. Oui. Le monde souterrain, et évidemment, chaque chapitre, je le démarre de la même manière, j'emmène le lecteur avec moi en forêt,
Alors j'ai la chance d'avoir parcouru beaucoup de forêts, je suis photographe en même temps, donc j'ai des milliers de photographies avec moi que je peux regarder pendant que j'écris, et puis j'essaie de projeter l'image cinématographique, photographique, et voilà. Du coup, avec le lecteur, on démarre comme ça, ensemble, et puis on tombe sur une orchidée, ou on tombe sur un insecte qui est en train de manger le pistil de la fleur, et ça permet comme ça de rentrer dans le sujet scientifique, et d'aller jusqu'au paragraphe un peu barbant, où on a les kinases qui interagissent avec les phosphorylases sur le facteur de régulation transcriptionnelle X, Y ou Z. Oui, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais te poser des questions plus personnelles. Et je pose toujours un peu les mêmes. Et donc la première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans toute cette carrière qui t'a rendu particulièrement fier? Les lauriers de l'INRA. Franchement, c'était la reconnaissance par mes pairs, et par la communauté, par ma maison, quoi. Je suis rentré à l'INRA il y a 40 ans maintenant, hein, vraiment il y a 40 ans, et je suis vachement fier d'être chercheur dans cette institution. Et le jour où on m'a téléphoné, on m'a dit tiens Francis Martin, tu es t'as les lauriers de l'INRA, j'étais vachement fier de ça. Et l'autre, alors des fiertés on en a plein, hein. Ouais. Il y en a une autre qui m'a laissé sur les fesses, hein. C'est le jour où je reçois un coup de téléphone de l'Élysée. Ah En oui. fait, le conseiller scientifique de François Hollande me téléphone en me disant c'est pas une blague, vous êtes invité à déjeuner par Monsieur le Président de la République. Il a réuni pour un repas, un déjeuner, 5 scientifiques pour parler du principe de précaution. Ah, Mais alors intéressant. là, quand tu as un coup de téléphone comme ça, et puis que tu te retrouves à traverser la cour de l'Élysée, moi qui suis issu d'un milieu extrêmement modeste, mon père était mécanicien sur bulldozer, il est décédé maintenant, mais quand j'ai traversé la cour de l'Élysée, j'ai regardé le ciel tout bleu et j'ai dit à mon père, t'as vu un peu où je suis arrivé, quoi. Ah oui. Et là, c'était un peu fierté. Ah bah un oui. peu, Oui. Ah oui, oui. Il y a Mais quoi se la voilà, péter là même. Hein, oui, oui. Mais franchement, les lauriers de l'INRA et la reconnaissance par mes pairs, ça a été un moment très fort. On en parlait tout à l'heure de la communication qui a lieu autour des lauriers de l'INRA. Ça continue et notamment maintenant ils font plein de petites vidéos assez drôles autour de chacune des personnalités. Et donc j'invite les gens à aller les voir, c'est vraiment bien fait je trouve. Oui, puis ils jouent le collectif, c'est-à-dire Oui. que ce qui est bien en même temps, c'est effectivement Francis Martin ou X, Y ou Z a les lauriers d'excellence de l'INRA, mais en même temps, ils font bien attention, et quand tu es porteur des lauriers, tu fais bien attention de bien rappeler que la science, surtout la science aujourd'hui, c'est un collectif, quoi. Si je suis là aujourd'hui, si j'ai eu plein de récompenses, la Légion d'honneur, etc., c'est parce que je travaille avec un collectif, avec des gens avec qui je suis depuis 20 ans, 30 ans, les étudiants, les post-doctorants qui sont passés par le laboratoire, qui chacun ont apporté quelque chose. Là aussi, j'en suis vachement fier, hein. J'ai plein de mes docs et post-docs qui sont profs ici ou là, à travers le monde. Ça, c'est une fierté incroyable. Bah ouais. Après, j'enchaîne toujours sur l'autre côté de la distribution sur est-ce que tu as vécu plutôt un moment dur, une erreur, un échec, quelque chose qui t'a appris et donc tu aimerais partager avec nous? En fait, pas vraiment. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma vie, depuis mon prof de sciences naturelles qui m'a poussé à devenir chercheur. Après, j'ai rencontré ici Pierre Gadal comme professeur de biologie végétale, qui était bordélique en termes de prof, mais qui faisait passer toute sa passion de chercheur et qui m'a pris dès mon premier stage d'été, qui m'a amené dans son laboratoire et en fait qui fait que voilà, il y a plein de personnes, de choses qui font que j'ai toujours retenu les bons côtés des événements qui se sont déroulés. Alors peut-être ma déception, ça a été le jour où j'ai postulé à l'ERC, Oui. donc les European Research Council Grants, et je l'ai pas eu. Ah. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'avais deux Nature en premier auteur, un Science, j'avais fait un dossier de béton, j'étais hyper connu, et je l'ai pas eu. J'ai toujours pas compris. Alors j'étais un petit peu déçu quand même. Ah bah oui, j'imagine, oui. Très bien. Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous donner? Un livre, une pièce de théâtre, quelque chose que tu voudrais partager? Oui, mais on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai redécouvert Jean Giono,
Ouais. Et je l'avais lu quand j'étais adolescent, hein. J'avais pas tellement aimé. Et puis là, je me replonge dans les livres de Jean Giono et c'est extraordinaire. En plus, je fais beaucoup de randonnées dans les montagnes de Provence. Mais en même temps, ce type d'écriture est tout à fait passionnant. Et sinon, l'autre écrivain que je recommande beaucoup, pour ceux qui aiment, pour les naturalistes qui aiment se promener à travers le monde, c'est Sylvain Tesson. Certains le trouvent agaçant, cabotin, mais quand même, il écrit de façon... Il a une capacité à décrire les endroits où il se trouve, que je trouve érudite, passionnante, cinématographique. Et je recommande beaucoup ses livres. D'accord, merci. Et donc, avant de se dire au revoir, si quelqu'un voit cette vidéo et veut te poser des questions, c'est quoi le plus facile moyen de te contacter? Oh, faut m'envoyer un email ou un tweet, hein. Je réponds tout le temps. J'ai peut-être parfois trop de sollicitations, mais en même temps, c'est le jeu aussi, hein. On fait un métier passionnant, on fait un métier fascinant, et c'est quand même extraordinaire de pouvoir le partager, quoi. Il y a tellement d'histoires à raconter. euh, la beauté du monde vivant est telle qu'on a plein d'anecdotes à raconter, même sur les levures, là, il y a plein de choses à raconter. Et quand je dis que finalement les levures utilisées en viticulture, c'est des levures qui vivaient dans le nectar des plantes, des fleurs de plantes, d'arbres, de chênes même, personne ne me croit, quoi. Mais ça, c'est une histoire extraordinaire aussi à raconter. Donc oui, ils peuvent me contacter par email ou par tweet. D'accord. Bah merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Thibaut.